Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes dans l'Osari pour notre discussion familiale, bien entendu. Il est facile dans la rue de rencontrer des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel dans le milieu du travail, mais difficile de les faire témoigner. Le sujet reste tabou, on n'en parle pas ouvertement. On peut en parler sous cap, mais pas autrement. Donc, ça nous a intéressés et on s'est dit, pourquoi ne pas poser le problème sur la table de la discussion? Et donc, on en parle, ma très chère. Bonjour. Bonjour, ma très chère. Bonjour à vous qui suivez Canada International à cet instant précis. Harcèlement sexuel en milieu donc professionnel. Comment en sortir? On en parle. En parler, c'est un début de solution, disent les experts. Justement, en tant qu'expert, nous avons quelqu'un de très expérimenté sur ce plateau que nous allons vous présenter dans un instant. Notre invitée, c'est Emma Hakem de Women Counseling and Information Center, donc WCIC. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Emma Hakem. Thank you. Alors, Maître Hakem, on parle de harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité au Cameroun? Oui, monsieur, je veux dire que l'harcèlement sexuel, c'est une réalité au Cameroun. Ça fait partie d'une des discriminations faites à l'égard des femmes dans notre pays et dans le monde entier. Je crois que l'harcèlement sexuel, ce n'est pas seulement ici au Cameroun. On connaît la fameuse cas de Choscan. Oui, bien entendu. Oui, Dominique Choscan. C'est un cas très célèbre, mais bon, puisque nous sommes là, oui. Et oui, mais vous savez qu'ici au Cameroun, les femmes ne dénoncent pas ça. Parce qu'ils ont peur de perdre le travail. Parce qu'il y a certains qui ne savent même pas qu'on est en train de les abuser sexuellement. Donc, ils vivent avec. Ils croient que c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. C'est une fatalité, on ne peut rien faire. Donc, oui, on ne peut, même si on dénonce ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ils vivent avec. C'est quelque chose qu'on vit. Mais moi, je vis ça. Voilà. Ah bon? Voilà. Ça nous intéresse. Ça m'arrive. Parce que j'allais vous poser la question de savoir si vous avez rencontré des cas de personnes qui sont victimes de harcèlement en milieu, harcèlement sexuel en milieu. Si ça vous a pas arrivé, là, je suis surpris. Ah si. Oui, peut-être c'est parce que vous ne connaissez pas les genres de harcèlement sexuel ou la façon que ça peut se faire, parce que presque chaque jour. Oui, ça arrive. Comment justement, c'était ma question, parce que moi, ça m'est arrivé justement, puisque vous disiez que ça arrive à tout le monde. Oui. À l'époque, je travaillais dans une radio et il y a, comme on appelle le bras droit de celui qui dirigeait la radio, qui m'a dit, je suis le lobby ici, si tu ne passes pas par moi, tu ne réussiras pas. Voilà. Donc ça, c'est mon cas. Votre cas, c'était quoi? Oui, ça, c'est un cas un peu plus grave, parce que là, tu étais, disons, intimidé. Mais pour moi, il y a des fois que je pars au travail, quelqu'un me regarde d'une façon que tu ne peux pas imaginer. Ah ben ça, c'est ça, c'est des harcèlements. Quelqu'un peut te regarder parce que moi, j'ai les gros seins. Je porte quelque chose, quelqu'un regarde mes seins jusqu'à... Je me sens intimidée aussi. Là, il est en train de m'harceler. Il y a des fois, on va prendre des choses comme il y a des fois, on part au travail, on s'assoit, les filles se baladent dans le bureau des patrons. Tu veux passer, tu veux aller voir le patron, tu vois que tu trouves qu'elle est peut-être assise sur le tableau des patrons, elle est peut-être, ils sont en train de faire bouger, ils font les choses. Là, ce sont les choses que je ne veux pas voir. Et ça, c'est du harcèlement. Et si on me montre ça, ça veut dire qu'ils sont en train de m'harceler sexuellement. Mais et pourquoi? Donc ça, c'est disons, on dit en anglais, les manifestations subtiles de l'harcèlement sexuel. Oui, donc il y a les autres cas que tu passes dans le couloir, quelqu'un touche tes fesses. Oui. Oui. Là, c'est l'harcèlement sexuel et nous, on vit ça partout.
Alors, Maître Raquel, vous évoquez tous ces cas-là. Et la question qu'on a envie de poser, c'est, ces cas existent au Cameroun, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un texte de loi qui définit le harcèlement sexuel chez nous? Vous savez que ce sont les choses que nos législateurs n'ont pas prêté attention, peut-être, parce que beaucoup de ce sont les hommes. Donc, pour les hommes, ça peut passer parce que beaucoup de fois, ce sont les hommes qui manifestent les actes des harcèlements sexuels aux femmes. Et ils font ça sans savoir ce qu'ils font. Donc, je crois que aussi, c'est quelque chose qui touche à l'intégrité personnelle d'un individu et ça, au bon mœurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ouvert, que si on fait ça, quelqu'un peut mourir. Donc, on ne prête pas attention, on croit que peut-être ce n'est pas une discrimination ou c'est normal que peut-être un homme peut voir une femme et aimer et aller toucher. On néglige un peu parce que c'est pas grave. Oui. Mais on a vu sous d'autres cieux, on le voit, ou alors on lit des journaux et on se rend compte que le harcèlement sexuel peut aller jusqu'au meurtre de la personne. Et pourquoi donc ne pas prendre ça au sérieux? Et c'est pour cela que je dis que il y a certains actes de harcèlement sexuel qui sont minimes, qui sont mild. Il y a certains qui sont tellement dangereux parce que c'est grave, parce que ça touche la personne. La personne physiquement et que tout le monde peut voir. Mais là, quand ça arrive, il y a les autres textes qu'on peut utiliser pour punir ça. Disons quand c'est physique et ça blesse. Oui, là, tout le monde voit que on peut punir ça comme agression ou peut-être une blessure également, léger ou blessure grave ou menace. Oui, je crois que c'est pour cela que les gens négligent ça. Mais je vais vous dire que les conventions internationales comme les CEDEF que Cameroun a signées prend compte à ça. Donc, il nous reste d'amener nos législateurs, de transformer ça dans notre législation. Merci, Maître Hakem. On va regarder le premier reportage et je disais que les textes de l'OIT également définissent ce que c'est que le harcèlement sexuel en milieu professionnel, donc dans le milieu du travail. Mais bon, regardons ce reportage qui parle des justificatifs du harcèlement sexuel. La question se pose, qu'est-ce qui peut justifier le harcèlement sexuel dans le milieu du travail? Regardons. Le harcèlement sexuel désigne le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle, portant atteinte à sa dignité ou créant une situation d'intimidation. Au moment où quelqu'un est appelé à peut-être répondre aux besoins sexuels de son supérieur, quand tu es obligé de répondre parce que tu veux couvrir ton boulot, pour ne pas perdre ton boulot, ça peut s'appeler harcèlement sexuel au niveau professionnel. Le harcèlement, pour vous le dire de manière simple, c'est des agressions physiques ou morales. Mais ici, ce qui fait le harcèlement, comme son nom l'indique, c'est que c'est des agressions répétées. À chaque fois, vous êtes agressé, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral. Vous savez que le harcèlement est généralement sexuel. Et c'est ça qui conduit parfois au viol. C'est-à-dire qu'on vous harcèle dans le but d'avoir des faveurs personnelles. Le harcèlement sexuel peut inclure les mots, les images, les objets dégradants, les plaisanteries offensantes, des contacts physiques, des demandes d'ordre sexuel. Ainsi, l'auteur du harcèlement peut être de sexe masculin ou féminin. En général, il est en situation de domination. Le patron est considéré comme maître et il est au-dessus de vous tous. Raison pour laquelle ce n'est que lui qui peut apprendre cet appui. Au fait, ça part d'hiérarchie en hiérarchie, du plus grand au moins grand et jusqu'au bas fond. Puisque le petit ne peut pas harceler son supérieur. Un homme peut harceler un autre homme, mais il ne peut pas harceler un autre homme. 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 Il
sexuellement parlant. Un homme peut harceler une femme peut harceler un homme, une femme peut harceler une femme. La plupart du temps, il y a une relation de subordination. Quand c'est en entreprise, il y a une relation de subordination. Je parle bien de l'entreprise. Le harcèlement peut être d'une différente nature à l'extérieur des murs d'une organisation. D'accord ? Mais quand il se met en place aussi, c'est plus difficile à vivre pour les hommes ou pour les femmes parce qu'on peut difficilement le prouver. Et ça peut être assez facile aussi de démonter la théorie de « j'ai été harcelé ». Parce que celui qui est indexé comme étant le harceleur peut dire c'est quelqu'un qui n'est pas très compétent, c'est quelqu'un qui ne produit pas tellement les résultats que je souhaite. Le harcèlement sexuel, selon l'Organisation internationale du travail, peut revêtir la forme de contrepartie quand un avantage professionnel est accordé en échange des relations sexuelles. Beaucoup de jeunes comme nous, aujourd'hui dans les sociétés, nous sommes victimes des harcèlements des patrons, des directeurs. Bon, moi, pas particulièrement, mais il y a des gens qui aujourd'hui, pour un poste, sont obligés d'accepter certaines situations, aller avec les patrons, aller avec les chefs d'entreprise ou leurs directeurs parce qu'il faut promouvoir un poste de plus de cadre ou bien de responsabilité. Augmentation salariale, promotion ou maintien de l'emploi, certaines personnes pensent que les femmes savent affûter leurs armes. Il faut bien voir, c'est les femmes qui harcèlent les hommes. Néanmoins, il y a des cas où la femme est vraiment victime du dit harcèlement, mais très peu. Un exemple, le patron et sa secrétaire. Il y a des patrons qui utilisent leur titre, leur cadre pour pouvoir dominer sur les autres. Et par conséquent, la femme doit céder. Comme tu es femme, tu es appelée à être soumise, c'est le patron, c'est le patron. Mais elle ne le fait pas naïvement. Parfois, elle le fait parce que derrière la tête, elle a une autre idée. Je peux avoir une promotion et je serai peut-être deuxième femme du patron, d'autant plus qu'elle connaît la vie du patron. L'harcèlement sexuel dans le milieu public, du travail, du service, est toujours à l'origine des femmes. Parce que normalement, les femmes doivent s'habiller aisément. Les femmes ne doivent pas s'habiller à mini, par exemple, pour les cas de secrétaires. Et pourtant, quand il y a consentement et non coercition, les experts parlent de flirt et non de harcèlement. Mais dans la rue, certains expliquent les actes de harcèlement sexuel par le mysticisme. Surtout que la tendance invertie gagne du terrain et que le travail est rare. Il y a parfois des sectes qui peuvent amener ce genre de choses. Les directeurs, ils sont dans leur loge, dans les sectes et tout. Et puis, ils vont se mettre à poursuivre les filles pour telle ou telle chose. Dans un pays déjà où l'emploi est difficile, on vous amène dans un poste de travail, vous vous sentez un peu à l'aise. Quand ça arrive, tu apaises ta vie d'hier et celle d'aujourd'hui. Le harcèlement sexuel dans le milieu du travail coûte à la fois aux victimes, aux employeurs et à la société. Alors, le harcèlement sexuel, Maître Hakem, c'est le fait d'imposer à une personne et de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle. Mais vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas tout. On peut vous toucher, on peut prononcer des mots, on peut vous regarder. Il y a des images qu'on vous transmet dans votre téléphone, etc. Mais est-ce que vous pensez que les gens ont vraiment conscience de cela? Moi, j'avais dit qu'il y a beaucoup de gens qui subissent des actes d'harcèlement sexuel sans savoir qu'on est en train de les violer. Donc, violer les droits. Donc, ça passe. Ça passe parce que les gens croient que c'est un mode de vie. Que les hommes, normalement, ont le droit de faire ce qu'ils veulent sur les femmes. Si je porte peut-être ma mini-jupe, c'est une raison pour que tu viennes toucher mes fesses ou mes pieds parce que tu as vu ça. Alors que tu es en train de commettre une infraction. Donc, le harcèlement sexuel, comme le disait Matrèche, inclut les mots, les photos, tout ça, et arrive très souvent dans des situations de domination. Expliquez-nous cela. Dans les situations
dans les situations de travail, il y a le patron. Il y a le patron souvent qui fait ça. Il y a un cas qu'on a subi, qu'une femme nous a relaté. Oui. Que elle est allée chercher le travail. Arrivée là-bas, on lui a demandé. Il a commencé doucement, il a dit, est-ce que tu peux travailler jusqu'à 22 heures dans la nuit? D'accord. Elle dit oui. Est-ce que tu peux aller en mission avec moi à Kribi? Il dit oui. Il dit oui, si c'est pour le travail, je peux le faire. Il dit que ok, viens demain. Elle vient demain. Il lui demande, est-ce que tu peux ramasser le papier quand ça tombe? La fille dit que, mais ramasser le papier, comment, patron? Il dit que tu crois que quoi? Donc tu ne comprends pas depuis quand j'ai parlé. Donc lui, il voulait dire à la fille s'il peut faire les choses anales que les gens font là. Ah, d'accord. Donc, là, c'est quelqu'un qui est en autorité. La fille est en position faible. Elle veut le travail. Elle veut tellement travailler. Là, le patron qui a tout le pouvoir, qui a le pouvoir d'embaucher ou de lui faire renvoyer, lui dit, est-ce que tu peux faire ça? Il dit oui. Est-ce que tu peux faire ça? Il dit oui. Est-ce que tu peux faire ça? Si tu ne fais pas ça, donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne vous embauche pas. On ne vous embauche pas. Ceux qui travaillent déjà, si on te fait les avances et tu n'acceptes pas, qu'est-ce qui se passe? On commence avec autre chose. Pourquoi tu n'as pas de balayé ici? Bon, il y a la poussière sur ma table. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors que le règlement intérieur ne dit pas ce que le patron est en train de te demander. Et là, il peut te faire des problèmes dans ta vie que tu ne peux pas imaginer. Donc là, c'est quelqu'un qui peut te faire quelque chose, qui peut te rendre ta vie difficile. Donc il est en autorité. Oui, sur vous. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez le cas de peut-être la secrétaire qui entend le patron dans le bureau, qui est en compagnie, en bonne compagnie. Et vous disiez, ce sont des cas de harcèlement. Et vous dites que très souvent, ça arrive. C'est-à-dire que parce que les patrons, désormais, leurs bureaux sont devenus des chambres d'hôtel. C'est ce que vous disiez. Et de l'autre côté aussi, il y a des femmes qui estiment qu'il y en a qui sont harcelées de leur propre chef. Vous évoquiez tout à l'heure la mini-jupe. Il y a une dame que nous avons rencontrée dans la rue qui dit les femmes, surtout vous les secrétaires là, ne vous habillez plus en mini parce que ça aussi, ça attise une certaine, ça attire une certaine attention, ça attise le regard et ça attise les convoitises. Qu'est-ce que vous dites? Moi, en raison de droits humains, moi je suis féministe et je suis un activiste. Donc, j'évite de parler d'habillement de femmes. Parce que c'est les droits. Je crois que c'est les droits. Donc, je ne parle pas de ça. D'accord, voilà. C'est leur droit. Et qu'est-ce qui peut expliquer donc le fait qu'un harceleur, qu'une personne harcèle une femme ou même un homme? Quelle est la raison principale d'un harceleur, selon vous? Moi, je crois que une des raisons peut être la mentalité villageoise africaine. Ah, d'accord. Oui, parce que il y a beaucoup, il y a beaucoup des hommes qui croient que toutes les femmes qu'ils rencontrent en route, ce sont les époux. Et sans vous couper, on sait que ça se passe également ailleurs et puis... Ah oui! C'est pas ça se passe ailleurs. Ça se passe ailleurs. Aussi là-bas. Moi, je parle de ce que je connais. D'accord. Oui, je ne vis pas en Occident, donc je ne peux pas parler des choses que je ne connais pas. Donc, je crois que d'abord, c'est ça c'est ce qu'on appelle en anglais male ego. Ah, l'ego masculin. Yes, you want everything for yourself. Et ils croient que toutes les femmes... C'est tout pour eux. Oui, c'est pour eux. Donc, il y a certains qui sont malades. Nous, on n'a pas... Quand quelqu'un fait une infraction d'harcèlement, on n'a pas les spécialistes.
le spécialiste qui peut entrer dans la vie de la personne qui pose cet acte pour voir si c'est normal ou psychologiquement ou c'est dans sa vie privée, c'est ça qu'il fait souvent. Donc, nous, on ne sait pas si c'est la maladie ou c'est seulement les égos masculins. Donc, il y a plusieurs raisons. Les causes sont diverses et variées. Et j'aimerais compléter la question, ma chère, si tu le permets, puisqu'on parle ici du cas des femmes. C'est vrai, les femmes qui sont harcelées, on parle d'hommes, ce qui se dit dans sa tête, mais on sait également que les hommes sont harcelés aussi. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes une féministe, une femme qui le fait exactement. Et moi, je crois que les actes de discrimination, c'est pas, je dis en anglais, gender spécifique. Ce n'est pas spécifiquement à certains. Masculin. S'il y a quelqu'un qui est violente, soit homme ou femme, la personne là est violente. Donc, il y a les femmes aussi qui peuvent harceler, qui harcèlent les hommes. Est-ce que les femmes n'ont pas le droit d'aimer quelque chose aussi? Ah, d'accord. Oui. Ils ont les mêmes sentiments comme les hommes. Mais dans ces cas-là... Donc, si quelqu'un, il y a les femmes qui peuvent aimer un petit garçon, mais il ne sait pas comment oui, mais dans ce cas-là, ce qu'on veut dire, c'est que la lecture est la même. Je veux dire que, quel que soit le harceleur, femme ou homme, c'est un acte condamnable. C'est un acte condamnable. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas gender spécifique. Voilà. Oui. Ok, un homme peut harceler comme une femme peut le faire. On va passer à autre chose, des cas pratiques, des personnes, des jeunes dames que nous avons rencontrées dans la rue et qui nous expliquent leur situation. Comment est-ce que la situation de harcèlement est arrivée et qu'est-ce qui a été fait? Reportage. Le harcèlement sexuel dans le milieu du travail n'est pas un sujet qu'on évoque aisément devant les caméras. Nos victimes ont accepté de témoigner, mais sous anonymat. La première a pu trouver du travail après sa mésaventure. J'avais vraiment envie de travailler. J'ai sollicité une société. Je suis arrivée, j'ai vu le directeur marketing m'a demandé d'apporter mon CV, que ça va aller. Et bien après, j'ai commencé le boulot. Bien après, il m'appelle. Après, je suis rentrée, c'était un samedi, il m'a appelé, il m'a dit, Mademoiselle Ngoné, vous êtes où? J'ai dit, ok monsieur, je suis à la maison, je dors. Est-ce qu'on peut sortir? Comme il habitait dans le même quartier que moi, est-ce que je peux te voir? Je sors. En sortant, je viens avec une sœur qui est venue me rendre visite. Il me dit, non, pourquoi je suis venue avec ta sœur? J'étais appelée, je viens avec ma sœur, je dis, mais monsieur, est-ce que ça gêne de venir me demander de rentrer? Et après, il m'envoie un SMS. Que tu te dis peut-être, je ne t'ai pas aidé pour rien, tu sais qu'est-ce qui peut se passer bien après. Je n'ai pas cédé, j'ai préféré démissionner. Celle que nous appelons Mamie a une force de caractère qui lui permet de garder la tête haute. Le chef d'agent me faisait travailler tard. J'arrivais très tôt, je travaillais tard. Tout le monde pouvait rentrer à 17h, 18h, mais moi, il fallait toujours qu'il y ait des trucs que je dois faire, 19h, 20h. Des fois, il me proposait même de me raccompagner et tout ça. Bon, je refusais parce que ces choses-là, ça se voit rapidement. Donc, à l'époque, je fréquentais encore. Quand je prenais la permission pour aller, par exemple, composer et tout, il n'était pas d'accord. Des fois, il me faisait des propositions du genre tu sais bien que je t'aime bien. J'avais un petit ami à l'époque qui venait me chercher tout le temps. Je crois que c'est même lui qui a été le plus gros problème parce que, enfin, l'un des plus gros problèmes parce qu'ils m'ont sommé de le quitter. On l'avait déjà remarqué. Du coup, je ne sortais plus à la pause. Mon directeur des ressources humaines, lui, m'a dit qu'il fallait que je le quitte. Parce que si j'étais dans mon travail, il fallait que je le quitte. Mais je ne comprenais plus rien parce que j'étais tirée de tous les côtés. Ça a duré pratiquement 2 ans parce que j'ai fait un peu plus de 2 ans dans cette entreprise. J'avais été élue meilleure vendeuse de l'année et j'avais tout ce qu'il fallait parce que j'avais un master 1 pour être responsable commercial titulaire. J'ai monté mon dossier, j'ai tout fait, arrivé à leur niveau,
c'est calé parce que je n'acceptais pas les conditions n'étaient pas remplies d'après eux. J'étais parfois convoquée dans le bureau du directeur. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas... Moi, je lui ai dit un jour carrément que si vous me plaisiez, par exemple, parce que moi, je ne peux pas coucher pour avoir du travail, c'est impossible. Si c'est du genre, vous m'avez fait la cour et que, bon, on se plaît mutuellement, il n'y a pas de mal à ce qu'on soit ensemble. Mais si déjà, derrière, il y a ceci qu'il faille que je couche d'abord avant d'avoir... Et que non, moi, on ne me conditionne pas. Je lui dis ça directement, on ne me conditionne pas. Bon, il a pris comme un bras de fer. C'est là que mon calvaire a véritablement commencé. Mon chef d'agence a trouvé des excuses, comme quoi je n'étais pas respectueuse, j'étais assez hautaine, je ne respectais pas ce qu'on me demandait et tout. Et du jour au lendemain, un jour après une réunion, c'était avec une entreprise d'assurance. Comme ça, naturellement, en fin de journée, il était 17h quand on m'a appelé dans le bureau du DRH. Quand je suis entrée, ils étaient tous là. Le directeur des ressources humaines, le directeur commercial, le chef d'agence et un autre monsieur, un autre responsable. Ils m'ont carrément entendu et ma lettre de licenciement et mon certificat de travail. Et puis l'aventure de notre dernier témoin est des plus rocambolesques. Après avoir cédé une première fois et accepté un acte sexuel, son interlocuteur en voulait plus. Il a exigé la voie anale. En fait, j'étais avec un monsieur avec qui j'ai sorti et puis bon, il m'a demandé de faire une formation, j'ai fait une formation. Une fois que j'ai intégré l'entreprise, il a commencé à me harceler et puis il était jaloux. Je comprenais pas dire que non, je coopérais. Après, il a commencé à me dire que si je ne fais pas avec lui, il va me renvoyer. J'avais travaillé déjà 2 ans. Je n'étais pas encore régularisée parce que c'était lui qui non seulement pouvait me régulariser, mais il fallait que je freine mon dossier parce qu'il disait que non, il fallait que je... Et quand j'ai dit non, quand je me suis levée, je n'ai pas dit non comme ça. J'ai juste écrit ma démission, j'ai dit que je ne veux plus travailler comme ça, j'ai déposé parce que j'ai vu que j'avais là 2 ans, je n'étais pas toujours intégrée dans le système. En fait, puis le temps je passais toujours en stage, le résultat fait que mais c'est comment, on ne sait pas. Et puis bon, quand j'ai le renseigné, mais que tu penses que ça se passe comment? Et tout ça, tu fais ça, ça fait quoi? J'ai dit que mais tu peux réussir, c'est comme ça que ça se passe. Le harcèlement sexuel en milieu professionnel est donc une triste réalité au Cameroun, face à laquelle il va falloir légiférer. Nous avons, vous l'avez vu, 3 cas de harcèlement, victimes de harcèlement sexuel en milieu professionnel, dans le cadre du travail. Des 3 cas, nous avons l'une des victimes qui dit avoir accepté au début de se plier et par la suite, elle s'est rébiffée parce que le monsieur en demandait un peu plus. Maître Hakem, est-ce que ça se comprend? Qu'on se plie et après qu'on se dise que non, finalement, c'est vraiment pas... Là, il y a un petit problème parce que quand on accepte quelque chose, quand on doit accepter quelque chose, c'est bien de mettre les thèmes clairs. Parce que vous pouvez accepter quelque chose et après, on ajoute une autre condition là-dessus. Ça, c'est le danger. Et quand on accepte les avancées et les harcèlements sexuels, pas notre patron, il faut qu'on soit, disons, on fait attention. Parce que ça va toujours terminer mal. Oui, parce que le moment qu'il a fini avec toi, tu seras parti. Il va chercher un autre qui va te remplacer. Donc, c'est comme des objets sexuels alors, oui, finalement, objets sexuels. Oui, c'est très dangereux quand on accepte, quand on met une condition sexuelle dans le travail. L'impact se fait ressentir. Oui. Voilà. Alors, on revient sur les interventions que nous avons eues dans le précédent reportage. Pour certains, les femmes aux tenues suggestives, vous l'avez tantôt relevé d'ailleurs, sont à l'origine de l'acte de harcèlement. Et non. Voilà. Vous disiez même d'ailleurs déjà tout à l'heure que ben non, chacune était libre de s'habiller comme elle veut pour vous. Oui. Ça veut dire qu'elles n'ont pas poussé... Moi, j'ai refusé de prononcer sur l'habillement des femmes. Parce que je sais que ceux qui violent, oui, ils ne violent pas parce que tu es mal habillé. C'est parce qu'il a
Dans la tête. Et il pas fait. Ah, il a pu méditer ça avant d'aller faire. Il n'est pas, ça ne peut pas il ne peut pas se lever juste parce qu'il a jusque là parce qu'il a fait et il pas fait. C'est quelque chose souvent prémédité. Certains disent que c'est un appel de balle, comme on dit au quartier. Ça veut dire qu'il n'a pas l'idée de le faire, mais maintenant vous faites un tour de tour avec une mini. Juste non, nous sommes devenus quoi, les chiens? Nous ne sommes pas les chiens, nous sommes des êtres humains. Oui. On a un raisonnement que Dieu nous a donné. On doit juger les choses avant de faire. On n'entre pas dans le trou avant de savoir qu'il y a un trou là-bas. D'accord. Oui. Alors, toujours parlant de... On doit regarder avant de mettre le pied. Parlant toujours des trois cas. Si on dit que parce que quelqu'un a exposé son ventre ou son dos, et tu peux lui violer. Là, ça ne donne pas. Ça n'a pas de sens. Maître Akem, parlons d'autre chose. Alors, des trois cas, il y en a deux qui disent avoir cédé. L'une a démissionné, l'autre a été licenciée. Quelle est votre lecture? Well, ça dépend. C'est un choix. Chacun a choisi. Il a choisi de faire ce qu'il a fait. Parce que... oui, mais celle qui a été licenciée n'a pas choisi. Hein? Celle qui a été licenciée, elle a une voie à suivre. Elle a l'inspection du travail là où elle peut aller se plaindre. Si elle vient chez nous à WCIC, on va la conseiller. Nous, on conseille toutes les femmes. Ceux qui travaillent, ceux qui ont les moyens, on te dit ce que tu dois faire. Si tu peux un avocat. Si tu veux prendre un avocat du centre, c'est tant mieux. Mais pour les femmes qui n'ont rien, et quand il y a le financement, nous on fait pour eux. On les assiste au tribunal. On exécute les jugements pour eux. Donc, si pour la femme qui a été licenciée, il faut venir à WCIC, on va vous conseiller. On va prendre le dernier angle, ma très chère. Comment s'en sortir? Alors, justement, comment s'en sortir lorsqu'on sait surtout qu'au Cameroun, il n'y a pas de tests qui régissent la loi sur le harcèlement sexuel. Lorsque vous êtes donc victime de harcèlement sexuel en milieu professionnel, comment faire pour s'en sortir? Ce reportage va nous édifier dessus. Au Cameroun, le législateur n'a pas encore pris acte du harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Au Cameroun, il n'y a pas d'infraction visée de harcèlement, mais il y a ce qu'on peut appeler des infractions de peine d'emprunt. C'est-à-dire que tout ce qui peut concourir au harcèlement. On a par exemple les menaces. Lorsque vous menacez quelqu'un, c'est prévu par le code pénal à son article 302. Vous avez le viol. Le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui n'a pas consenti. Vous avez l'abus de faiblesse, c'est-à-dire une personne qui ne peut pas se défendre et qui est obligée de céder à vos caprices. Vous avez le trafic d'influence, que vous utilisez votre position dominante pour essayer d'écraser les autres ou d'avoir les faveurs comme on l'indique. C'est dire, malgré tout, que les voies de recours existent, même si souvent les victimes gardent le mutisme ou préfèrent, comme on l'a vu, démissionner. Démissionner, ce n'est pas vaincre le vice, puisqu'il y a un vice qui est là qu'il faut dénoncer. Et pas celle qui va venir après, ce sera la même chose. Elle va subir le même sort. Quand tu dénonces, tu mets à nu et c'est pour éradiquer le mal. Les situations de harcèlement sont aussi difficiles à gérer parce que le harceleur déjà, à moins de le reconnaître ou d'être de très mauvaise foi, ne reconnaît pas être le harceleur. Il ne reconnaît pas les faits parce que ça veut dire je suis coupable, oui, condamnez-moi. D'un autre côté, les personnes harcelées n'en parlent pas beaucoup. Ou alors, quand elles disent je suis harcelée par le patron, on se dit mais non, c'est rien. Les postures défaitistes donc, beaucoup n'en veulent plus. Tu dois d'abord lui faire comprendre que tu n'es pas de son avis. Mais s'il refuse de comprendre, tu touches les gens qui peuvent lui faire comprendre. Et quand ces gens-là ne parviennent pas, il y a des services sociaux. Tu peux te rapprocher des services sociaux et puis ils peuvent prendre ça en charge. Aujourd'hui, nous avons les téléphones. Elle peut enregistrer une conversation de son patron. Moi, je peux mettre mon téléphone
sur enregistrement, tout ce que je fais, j'enregistre. Elle peut enregistrer son harcèlement. Il va envoyer le message, il va appeler, je vais te voir. Si elle est mariée, par exemple, elle met son mari au courant. Oui, elle joue la carte, elle joue le jeu. Elle va avec son patron, soit tout, son mari vient les trouver sur place. L'un de nos témoins a eu recours aux autorités compétentes, mais ce n'était qu'un coup d'épée dans l'eau. Avec le conseil de mon entourage, parce que j'étais tout retournée, je ne comprenais pas pourquoi j'avais été licenciée. Pour moi, c'était carrément inadmissible. Ils m'ont demandé d'aller d'aller à la délégation du travail. Bon, il y avait un peu plus de... Ça m'a donné un peu de courage, quoi. Je suis allée. On m'a ouvert un dossier là-bas. J'ai même eu une décharge. Ils m'ont donné rendez-vous 7 jours plus tard. 7 jours plus tard, je suis revenue. Ils m'ont redemandé de revenir. Je suis revenue, mais mon dossier avait disparu. À l'inspection générale du travail, on déclare que les délégués du personnel sont les interlocuteurs idoines pour ce genre de cas. Mais des sources internes reconnaissent que la corruption biaise les traitements des dossiers. Cependant, encore une fois, il est conseillé de ne pas se résigner. Lorsque vous êtes harcelé par votre collègue, parce que ça peut être aussi de manière horizontale, c'est-à-dire que c'est des collègues, des hommes qui harcèlent par exemple des femmes, sous prétexte que si vous ne le faites pas, on va vous faire chasser d'ici, ou bien on va vous rendre la vie difficile, etc. Vous en parlez à votre supérieur hiérarchique, parce que ça ne fait pas partie du travail. Et il y a ce qu'on appelle des sanctions disciplinaires, que celui-là doit prendre par rapport aux actes posés par quelqu'un qui travaille dans la même structure. Il peut arriver aussi que ce soit le patron lui-même, c'est-à-dire que c'est lui qui vous a recruté. Alors vous avez comme interlocuteur valable en matière salariale, en matière de contrat de travail, c'est l'inspecteur du travail. Il va donc essayer de vous réconcilier, du moins de rapporter les faits, de dire au patron, ce n'est pas pour ça que vous êtes recruté. Il arrive parfois que le patron va plus loin parce que vous n'avez pas cédé à ses faveurs et vous licencie. C'est-à-dire, il dit, ok, quand vous n'avez cédé, je vous fais partir. La jurisprudence et nous-mêmes, la doctrine, considérons donc que c'est un licenciement abusif parce qu'il n'est pas fondé sur les motifs légitimes et sérieux tels que prévus par le Code du travail. Un licenciement abusif entraîne le paiement des dommages et intérêts. La réparation sur le plan psychologique est également recommandée. Comme l'agresseur se nourrit de la fragilité de sa victime, il faut que la victime refuse cette posture de victime. Autrement, moi je pense que la parole, il faut en parler. Il ne faut pas se retenir, il faut en parler, évidemment en se protégeant pour que le chef hiérarchique ou le supérieur hiérarchique ou l'homme ou la femme qui agresse sexuellement sache qu'elle est à découvert. L'Organisation internationale du travail a répertorié les bonnes pratiques en matière de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Avec, entre autres, aux États-Unis, la condamnation inédite en 2004 d'une entreprise à verser des dommages et intérêts à une femme travaillant comme agent de sécurité pour licenciement abusif et harcèlement sexuel. Alors, comment s'en sortir? La question est vraiment soulignée d'un trait gras, puisqu'il n'existe pas de loi spécifique qui condamne le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel, on le disait, et on l'exprime comme ça, c'est un handicap pour les victimes quand même, non? On ne peut pas dire que totalement que tout est perdu, parce qu'il y a les conventions internationales, comme le CEDEF et l'autre que vous avez cité, qui parlent de harcèlement sexuel. Et ce sont les conventions que le Cameroun a signées et ratifiées et qui doivent être translées dans les législations domestiques. Donc moi, je me dis que le seul problème qu'on a ici, c'est le problème de preuve. Comment est-ce qu'on va prouver un harcèlement?
Ça, c'est la véritable bonne question. Oui. Parce que pour certaines femmes, il est question d'enregistrer les conversations, de conserver les SMS, de conserver... Est-ce que c'est efficace finalement? Ah, ça dépend. Ça dépend parce que si c'est quelqu'un qui a trop fait et il tente de te saboter et tu refuses, il tente de te saboter, nous on a les hautes technologies ces jours-ci, on peut filmer ça et on prend les conversations. Au tribunal, on a tous les moyens de prouver ton cas. Donc, on peut utiliser tous les moyens. Le Code de procédure civile a dit ça. Donc, tous les moyens sont bons pour prouver les actes. Voilà, moi j'aimerais revenir sur cette question-là, enfin, Maître Hakem. Un téléspectateur nous a demandé si la séduction poussée de son patron n'était pas un signe de harcèlement de ce dernier. Et je reviens là-dessus parce que tout à l'heure, vous-même, vous nous disiez, lorsqu'un homme vous regarde d'une certaine façon, il vous harcèle, et lorsqu'on passe là, il vous tapote le postérieur, c'est un harcèlement. Donc, le regard et tout. Et maintenant, la femme qui expose son corps et qui sait qu'on va la regarder, n'est-ce pas un signe de harcèlement? Qui sait qu'on va la regarder? Cette femme, oui. Pourquoi est-ce que si elle porte ses habits et elle veut mettre son corps en valeur? C'est un droit. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire également? C'est un droit. Et ça dépend de la façon que la partie adverse voit ça. D'accord. Oui. Je veux dire, excusez-moi, je veux dire que le monsieur en question, lui également, il pourrait se dire, s'il vous regarde, d'une certaine façon, il pourrait se dire que c'est la direction de ses yeux. Non. Là, j'ai mon corps, j'ai ma personne qui doit être protégée. Toi, tu ne dois pas m'intimider. Si je porte mon habit qui n'a pas de manches, et toi, tu veux regarder mon dos ou tu veux regarder comment mes seins sont formés, ce n'est pas moi qui a fait que mon sein sont gros. C'est Dieu qui a fabriqué ça comme ça. Et ce n'est pas une raison à laquelle quelqu'un doit m'intimider parce que moi, j'ai exposé ou j'ai les gros seins. Alors, Maître Hakem, l'un de nos témoins a eu recours, vous parliez tout à l'heure de l'inspection du travail, mais son dossier a disparu, voilà, comme ça. Et on nous dit dans la rue que c'est monnaie courante. Et d'ailleurs, on est allé à l'inspection du travail, quelqu'un nous a dit non, normalement quand on est harcelé, c'est le délégué du personnel qui suit le dossier et qui nous a par la suite confier que oui, avec les affaires de corruption aujourd'hui, ce n'est pas très évident. Dites-nous tout. Non, là, je ne peux pas parler à la place de l'inspection du travail parce que ce sont les histoires que nous avons vécues, on entend. Oui, que les dossiers disparaissent. Parce qu'il y a trop de corruption dans notre système judiciaire. Pas seulement par les autorités. Même nous sommes corrompus. Parce que quand il y a corruption, la personne qui corrompt est aussi impliquée dans la fête de corruption. Donc, si j'ai un problème avec toi, même si tu es une autorité, moi, je n'ai pas donné, on enlève certaines pièces dans le dossier. C'est une corruption. C'est la même chose qu'une personne à l'autorité peut faire aussi. Donc, c'est le fait de corruption qui est posé par nous les Camerounais. Nous sommes là-dedans, nous tous. Donc c'est un problème de corruption. Donc finalement, nous sommes dans l'impasse, on ne peut pas s'en sortir facilement. Si on vient chez vous, on a une solution quand même, comme vous le disiez tout à l'heure. Comme les femmes, moi, je crois que nous, on a une solution. Parce que là, on peut mener un plaidoyer pour que nos législateurs légiférer sur l'harcèlement sexuel. Parce que c'est déjà là même. On peut les amener à faire intégrer l'harcèlement sexuel dans notre code pénal. Donc la loi est déjà là. Donc c'est à nous d'appeler à nos gouvernements, à nos autorités, d'appliquer la CEDEF. Donc je crois qu'il y a
déjà une solution. Donc, une deuxième chose, c'est de parler. Parce qu'il n'y a aucun employé qui va laisser un employé aller lui dénoncer. Dès qu'on va commencer à parler, parce que la faute, ce n'est pas la femme, c'est la personne qui pose l'acte. Donc, moi, j'appelle les femmes à dénoncer tout acte de harcèlement sexuel. Là, si on commence à dénoncer, et je crois que vous, les journalistes, vous avez un grand rôle à jouer. D'ailleurs, il y a les cas des harcèlements sexuels, il faut mettre un accent sur ça. Et je crois que ça va commencer à diminuer dans notre société. Voilà qui a été dit. Emma Hakem, qui est donc membre de Women Counseling and Information Center, donc WCIC. Et comme elle le rappelait tout à l'heure, c'est une organisation qui s'occupe des femmes et donc composée des juristes, des avocats qui sont là pour suivre les cas des femmes qui sont démunies. Ça, il faut le préciser. Et vous êtes situé à Douala, à Makepe. Carrefour Bloc El Makepe, derrière Tradex. Voilà. Carrefour Bloc El Makepe, derrière Tradex. Merci beaucoup et on va se retrouver pour parler de notre sujet. The pleasure is mine. Alors, qu'est-ce que je vous propose à présent? Je vous propose de regarder cette jeune dame qui a mis sur pied un concept qui s'appelle l'apéro vide-grenier. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement le fait d'aller dans votre, comment je vais dire ça, dans votre placard, vide-dressing. Pardon, apéro vide dressing. Vous allez dans votre placard, vous retirez les vêtements, les chaussures, les bijoux que vous ne portez plus assez souvent. Et donc, vous participez à l'événement. Vous venez le vendre à un coût un peu plus réduit que celui qu'il vous a coûté à la base. Donc, une sorte d'économie sociale. Et elle nous dit que ça se passe très bien. Écoutons-la. Les apéros vide dressing sont des lieux d'échange, de partage entre une communauté de femmes, hommes et tout, et même des familles qui qui viennent exposer ce qu'il y a à la maison, ce qu'il y a de plein à la maison, ce qui prend de la place à la maison. Mais on va rester dans les apéros vide dressing, contrairement au vide-grenier, on va rester sur l'esprit mode, c'est-à-dire vêtements, chaussures, accessoires de mode. Le but, c'est de permettre aux gens de vivre pratiquement sans se priver et en dépensant le moins possible. C'est quand on regarde le budget mode, habillement et tout ça, surtout au niveau des femmes et des enfants, on se rend compte que, un, il est régulier, il est énorme. Deux, on ne peut pas forcément, on ne peut pas s'en passer, même si on voudrait. Un gamin, il a 2 ans, vous faites ce que vous voulez, au bout de 3 mois, il faut changer. Enfin, voilà, donc il faut changer les fringues que vous avez achetées 3 mois auparavant, qui sont encore bien. Et vous allez justement venir à l'apéro vide dressing pour les proposer à d'autres personnes qui ont maintenant des enfants qui, eux, peuvent utiliser ces vêtements-là. Donc c'est un tout petit peu ça. Ça va être un échange ou alors un achat, des achats de choses de ce type. Ce que je veux passer comme message là-dessus, c'est qu'il faut arrêter de gaspiller. On ne se rend peut-être pas compte, mais on acquiert de nouvelles choses tous les jours, alors qu'on a des choses en réalité qui ont de la valeur chez nous. C'est assez incroyable. On n'a peut-être pas assez d'argent, mais on a envie de se faire plaisir. Et on se dit, j'ai envie de me faire plaisir, je voudrais un nouveau jean, je voudrais un parfum, je voudrais ci, je voudrais ça et tout. Mais on oublie que quelque part, on a quand même peut-être 30% de ces affaires à la maison qu'on n'utilise pas. Et qui, pour d'autres personnes, mais sont des richesses incroyables. Donc, c'est en réalité du recyclage. On a commencé le 1er mars 2014. On avait prévu 2 éditions par an. Une à Douala, une à Yaoundé. Et finalement, l'année dernière, on en a fait 4. 3 à Douala et une à Yaoundé. Pour la prochaine édition, j'aimerais avoir plus de personnes, bien sûr. Ils répondent toujours présents, heureusement. Plus de visiteurs, mais plus d'hommes en tant qu'exposants. C'est incroyable.
Les hommes en général, ils viennent et ils nous disent « Oui, mais bon, c'est pour les femmes et les enfants. » Non, c'est pas pour les femmes et les enfants. C'est un vide dressing. Et qui dit vide dressing voudrait dire que pour qu'il y ait des chemises ou des pantalons ou des chaussures hommes, ben, il faut bien qu'il y ait un homme qui se débarrasse de ses affaires. Et les hommes, généralement, ils disent « Oui, on arrive ». Ils s'inscrivent parfois, mais ne viennent pas exposer. C'est bien dommage. Ma très chère, on parle actuellement d'actualité. Naturellement. Et avec comme première actualité, cette jeune fille Ayagua qui a été victime de mariage forcé et qui en ce moment est sous les verrous. Effectivement, c'est donc à Ayagua, tu l'as tantôt dit, c'est dans l'extrême nord. Jackie, une élève de la classe de terminale au lycée de Kaikai, vient donc découper de 2 mois d'emprisonnement ferme, ma très chère, pour avoir abandonné un homme qui lui a été imposé par ses parents. Comme époux. La jeune fille, après son refus catégorique de vivre sous le même toit qu'un homme qu'elle n'aime pas et surtout suffisamment vieux pour être son papa, a donc décidé de fuir le domicile conjugal après le départ de ses parents courroucés. Parce que ses parents sont d'abord venus la remettre à la maison de son mari. Elle a fui. Ils sont revenus encore et elle a attendu qu'ils partent. Ensuite, donc, elle a fui pour aller chez un membre de sa famille, dans un membre de sa famille. Maintenant, le mari courroucé donc a saisi le tribunal de première instance de Ayagua pour constater le départ de sa jeune épouse. Après donc plusieurs audiences, la jeune Jackie vient d'être condamnée à 2 mois de prison ferme pour abandon de foyer et on sait que les examens c'est bientôt, donc elle ne pourra pas composer. Alors, c'est un acte qu'on ne comprend pas véritablement. Oui. C'est pour ça qu'on en parle. Et puis, heureusement, il y a quand même certaines structures qui se sont saisies de l'affaire. Notamment WCIC. Voilà, et les enquêtes, de toute façon, les investigations et tout se poursuivent. On aura sans doute la suite dans nos prochaines éditions. Alors, on va parler à présent de cette petite Karine Karine Selami, qui a été enlevée et retrouvée, heureusement, au bon moment. Elle a 9 ans. Elle a été retrouvée saine et sauve à Belabo. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été enlevée par un étranger qui arrive à la maison. C'était le 19 avril. Il arrive à la maison, sa maman n'étant pas là, lui fait comprendre que non, maman m'a envoyé te chercher et elle est hors de la ville. Donc, on va aller la retrouver. Et donc, l'étranger, enfin, c'était vraisemblablement quelqu'un qui était en train de l'enlever sans qu'elle ne le sache. Un trafiquant, et qui l'amène donc à la gare. Et donc, quand elle arrive à la gare, elle commence à s'inquiéter. Elle lui demande, mais où est maman finalement? Il n'arrive pas à répondre véritablement à la question. La petite se met à pleurer et c'est comme ça que ça attire l'attention des personnes qui sont là. Quelqu'un appelle donc la police et c'est donc comme ça que, heureusement, on a pu récupérer la petite de 9 ans. Grâce à Dieu. Source Cameroun Tribune, il faut quand même citer. Ok, ma très chère, je pense que ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder ce petit reportage, un groupe de jeunes bénévoles avec à la tête une jeune dame que vous regardez souvent sur Canal 2 International dans l'émission C'est comment, Honorine Gonchou et ses camarades qui ont donc donné un nouveau visage au tunnel de Koti. Regardons. Garder notre ville propre, c'est le message que transmettent ces photographies que nous pouvons désormais contempler au tunnel de Koti. Une initiative de ce groupe de jeunes qui ont décidé de faire rayonner ce lieu, reconnu comme le plus grand carrefour d'Afrique centrale. Voici à quoi ressemblait le tunnel de Koti. Et là, c'est l'image que laisse la jeune Honorine et sa troupe après leur passage. Il leur a fallu 30 jours de dur labeur pour laisser ces traces admirées et applaudies par les populations. Sensibilisation, brosse à peinture, pinceau, mais surtout, sans le soutien des autorités, 1 mois d'effort pour un tel résultat. Un geste bénévole qui pourrait se perpétuer si toutes les conditions sont réunies. Et
donc l'idée reçue pour terminer cette émission, écoutez bien, une femme en travail ne coule jamais les larmes. Voilà. Une femme en travail ne coule jamais de larmes. Je ne sais pas pourquoi ça te met dans cet état, ma très chère. C'est que je ne comprends pas. Il faut tout d'abord donc préciser pour toi qui ne comprends pas et pour toutes les autres femmes et même les hommes qui nous regardent à cet instant précis qu'une femme en travail, c'est cette femme enceinte qui est sur le point de mettre son enfant au monde, qui est sur le point donc d'accoucher. Et nous savons que la douleur de l'enfantement est souvent si féroce que 99% et demi même de femmes qui sont en travail pleurent, au moins crient, se tortillent. D'où ça vient ces chiffres-là? Ma très chère. Quelle est la source? Un constat visuel. D'accord. À l'hôpital. Et la preuve, c'est que il me souvient que toi-même. Donc de sources personnelles. Voilà. Ah non, jamais. Heureusement pour moi. Non, heureusement. jamais. D'accord, tu fais partie de ces 1,%. Alors, il faut dire de toute façon, c'est une façon de dire que ça fait tellement mal pour la plupart des femmes d'enfanter. Donc le travail, ça vous pince et puis vous vous accrochez. La plupart, donc, comme on dit, pleurent. Et on nous a souvent dit qu'il y a même d'ailleurs celles qui disent que je ne referai plus jamais cela. Et elles recommencent juste après avoir accouché. C'est pour dire que ça fait très très mal. Et maintenant, quel que soit le mal que ça vous fait, vous pouvez crier, vous tortiller, vous tordre, mais jamais ne couler de larmes. Parce que si vous le faites, ma très chère... Qu'est-ce qui se passe, ma très chère? Oui, j'ai envie de poser la question. C'est clair que pleurer implique aussi des larmes. Mais dans ce cas, pleurez sans couler les larmes. Abstenez-vous si vous en avez envie, surtout en présence de votre belle famille. À une époque bien reculée, ma très chère, les ancêtres ont pensé qu'une telle douleur, je ne sais pas sur quelle science ils se sont basés, ils ont pensé que la douleur de l'enfantement jamais ne ferait couler de larmes. Oui. Ils ont observé, ils se sont rendus compte que... Peut-être parce que c'est un événement heureux. Ah ben peut-être. Ben, ils pensent qu'une femme qui est en travail ne coule pas de larmes parce que si vous le faites, et en présence de votre belle famille, vous serez considérée comme une sorcière. Ah. Oui, il n'y a que des sorcières. J'attendais qu'elle dise, vous serez considérée comme une poule mouillée, mais là, non, comme une sorcière. C'est beaucoup plus grave que ça. Et justement, ça a amené tout le village à vous juger et même à vous répudier. Parce que la famille pouvait vous répudier. On ne garde pas une sorcière dans notre famille. Donc du coup, il fallait tout faire, même si vous avez mal comme, je ne sais pas, vous faites des efforts même pour ne pas crier, parce que crier peut même... vous amener à sortir ces larmes-là. Ne sortez jamais de larmes si vous êtes en travail, parce que pour les ancêtres, vous êtes une sorcière. Les larmes ne sortent pas quand une femme est en travail. C'est ce qu'eux, ils pensent. Alors, on retient cette idée reçue, une femme en travail ne coule jamais de larmes. C'est l'idée reçue d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, l'émission est terminée et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous réserve? Revenez des nôtres. Abonnez-vous,